Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo interview à la rencontre des gens qui créent l'impossible dans leur vie. Aujourd'hui les amis, on va encore rentrer une fois dans les baskets, dans la tête des gens qui créent l'impossible dans leur vie et on va décoder les codes de ce succès. Aujourd'hui les amis, l'invité que je vais recevoir, je l'adore. C'est un ami à moi, c'est devenu un ami à moi, quelqu'un avec lequel j'échange toutes les semaines, qui m'aide à grandir, qui contribue à mon succès et il était temps que je vous le partage en vidéo. C'est un entrepreneur incroyable qui a créé un succès phénoménal d'un point de vue résultat financier, résultat de ses entreprises et qui décomplexe complètement son succès, ses méthodes de travail en direct avec nous dans cette interview. Notre invité, c'est Gérald Faure. C'est plus de 6 800 000 euros, je crois, de chiffre d'affaires l'année dernière. Résultat incroyable. Et dans cette vidéo, on va revenir ensemble sur les clés de son succès et sur son histoire. Laissez un énorme like pour booster le référencement de cette vidéo et pour nous montrer votre soutien. Laissez des commentaires un maximum. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si vous voulez plus d'interviews d'entrepreneurs à succès. Et on est parti pour décoder le succès de Gérald Faure. Let's go! Hello les amis, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette nouvelle interview aujourd'hui avec nous dans laquelle on va rentrer dans la tête des gens qui créent l'impossible. Et aujourd'hui, je suis content d'accueillir avec nous Gérald. Salut Gérald, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Gérald, avant d'être un homme beau qui roule dans sa Ferrari, gagnant des millions d'euros en dormant, tu faisais quoi toi dans la vie? Avant d'être un homme comme ça, tu faisais quoi dans la vie? J'imaginais avoir ça. Non, c'est pas vrai du tout. J'imaginais avoir ça. Non, mais je comprends. On est beaucoup à imaginer avoir ça, je pense. Non, pas du tout. Ouais, non. Ce que je faisais avant. C'était quoi tes rêves de gosse, toi? C'était quoi tes rêves de gosse? Moi, je jouais au rugby. J'étais très fan de rugby. Et ça, c'était vraiment c'était vraiment le truc qui m'animait. Ouais, vers 6-7 ans. Je pense, c'est pas le plus jeune, mais vers 6-7 ans, ouais, je suis arrivé au rugby, ouais, et puis ça m'a occupé une bonne partie de ton temps, vie, quoi, au départ. Ouais. T'as joué semi-pro, t'as joué pro même? Non, j'ai joué en espoir dans un club de Pro D2. Donc, si tu veux, moi, j'étais en moins de 23 ans dans un club qui jouait en Pro D2. Mais voilà, c'est un championnat à part. Tous les clubs pro ont des équipes espoirs et ces équipes-là sont divisées en 3 grosses poules et donc voilà, donc j'ai fait ça pendant 2 ans. T'étais dans le sillon, t'aurais pu y aller quoi. Je pense que j'étais quand même là, c'était un peu de l'imposture. J'y étais, ça marchait bien, mais voilà, c'est bien de l'avoir vécu et non, c'était bien comme ça. J'étais au bout de ce que je pouvais faire, je pense, en toute sans fausse modestie ou pas. C'était ton rêve de gosse de devenir rugbyman professionnel quand tu étais jeune ou tu avais autre chose qui t'attirait, qui te faisait envie? Non, pas vraiment rugbyman pro. J'ai toujours voulu aller au bout des choses, quelles qu'elles soient. Mais moi, j'aimais énormément tout ce qui était la radio. Je voulais faire réalisateur en radio, mon premier métier, et je me suis un peu buté sur ce projet-là. Je t'ai déjà dit, ils montent des émissions, moi je les anime. On y va. C'est ça. Mais du coup, ouais, non, je me voyais plus comme ça. Et le rugby, en fait, dans ma région du Sud-Ouest, il n'y a pas vraiment le choix, en fait. Donc voilà, mon père jouait au rugby, etc. Donc ça s'est plus fait comme ça. Ouais. Mais sinon, c'était vraiment la radio, mon kiff. C'était vraiment ça. Et t'as eu des expérimentations là-dedans? T'as essayé de faire des choses ou pas du tout? Ouais, j'ai fait des stages en école, au moment de l'école, des stages en radio, et ouais, c'était vraiment cool. J'ai acheté un peu de matos, etc. Donc forcément, ça passe par radio très locale, et puis ensuite à Bordeaux, France Bleu, etc. Non, c'était cool, c'était vraiment bien. Mais voilà, c'est un rêve qui s'est éteint à un moment donné, quoi. Ouais, non, ça fait à 15 ans, je m'en vais à Bordeaux, donc à peu près à 100 bornes de chez moi. Je m'en vais par rapport au rugby. J'explique que je veux faire de la radio. Ils me mettent dans un cursus pro vraiment pourri, où je suis que avec des futurs délinquants et l'histoire a prouvé ce que je dis. Et là, je rencontre un pote et on décide en fait de se mettre à faire de la musique. Faire de la prod de musique sur Fruity Loops. Je sais pas si tu connais ce truc-là. C'est un sampler, etc. Et donc, premier business, c'était de faire ça.
Et ensuite, on a découvert création de site web, programmation, etc. Donc au final, c'est là que tu es dérivé. Ouais, c'est exactement ça. Il n'y a pas eu vraiment, ça s'est fait un peu de manière empirique. Il y a vraiment pas de structure. C'est là que tu es devenu un pirate. On aura l'occasion d'en reparler dans tous les cas. Aujourd'hui, comment tu te présentes en société? Quelqu'un qui te connaît pas, qu'est-ce que tu dis? Alors vaste sujet. Ça m'a beaucoup complexé de pas savoir me présenter. Donc maintenant, en fait, je botte en touche en disant que je suis consultant, que je conseille des boîtes. Tu vois, même toi, ça te fait rire. Que je conseille des boîtes dans leur développement. Et en gros, voilà. C'est vrai dans le sens où même dans mes propres business, je suis plus opérationnel. Donc, je suis consultant dans mes propres boîtes. Et c'est vrai d'autant plus puisque depuis cette année, j'ai lancé un programme d'accompagnement. Je prends très très peu de personnes. Donc, c'est ce qui me fait le plus kiffer. Ça m'occupe une bonne partie de mon temps, mais c'est clairement pas ce qui me rémunère le plus. Ce qui me rémunère le plus, c'est mes business en e-commerce, en formation, etc. Donc, je suis pas du tout visible sur mes business en propre. Je suis vraiment, je suis vraiment en back office. Mmh. Et du coup, concrètement, en back office, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton truc? Tu as parlé tout à l'heure de programmation. On a parlé d'e-commerce, donc il y a une partie, tu as un peu les deux casquettes, la partie tech et la partie market. Est-ce que tu peux nous raconter un peu concrètement en quoi consiste ton métier, monsieur? Ouais, mais du coup, les accompagnements, que ce soit dans mes boîtes ou dans celles, dans les boîtes de mes clients, ça va concerner surtout la structure. Ça va concerner la structure, l'implémentation, déjà des leviers de croissance, que ce soit le marketing, comme tu le disais, l'acquisition, la conversion, mais ça va être la structuration d'équipe également. C'est assez simple. Et si je dois identifier une force, c'est que j'arrive à très vite trouver en fait la sortie du labyrinthe quand il y en a un en fait. J'arrive à avoir un peu et c'est vraiment là-dessus que je suis bon et je ne veux maintenant me concentrer que sur ça. Donc voilà. Donc mon métier un peu, c'est essayer de trouver des solutions quand il y a des problématiques qui pointent le bout du nez quoi. C'est un petit peu ça, je pense, ce que je fais au quotidien. Et du coup, on va revenir un petit peu plus sur ton parcours, comment tu t'es lancé, comment tu as développé tout ça et qu'est-ce qui t'a permis de gagner de l'argent et gagner ta liberté à travers tes différentes activités. Ça a été quoi du coup ta première rencontre avec l'entrepreneuriat? Tu parlais du coup de créer des samples sur Fruity Loops. Raconte-nous un peu comment est-ce que t'es arrivé entrepreneur ou comment est-ce que tu t'es créé entrepreneur? En fait, je me découvre une passion pour la création de sites web. J'aime bien. Je fais je bricole autour de moi. Ça tombe comment? Comment ça arrive, le premier site web? Ça tombe en fait. Je veux faire toujours pareil. C'est un peu de manière empirique, mais je fais une recherche Google pour faire un CD-ROM au départ. C'est un truc. Ouais, je veux faire un CD-ROM et je voulais faire un auto-run. C'est-à-dire, tu mets le CD-ROM et t'as le programme qui se lance. Et justement, c'était de la musique. Et au final, je découvre que je peux le faire avec une techno. Donc, il faut que je code un petit bout. Et puis, je viens à découvrir le HTML, le CSS, etc. J'ai toujours eu une phobie pour les CMS, ce qui est rigolo vu que maintenant, une grosse partie de mon business concerne WordPress. Donc, du coup, ça serait un petit peu comme ça. Et au moment où il a fallu trouver une alternance. Tu découvres qu'on peut créer des trucs, tu trouves ça cool et tu te dis, je vais essayer de faire un site, quoi. Exactement. Et donc, du coup, je fais ça, mais de manière graphique au départ. Je fais même pas ça avec le code. Puis, je découvre le code. Et puis, quand il a fallu trouver une alternance, ça s'est fait. J'ai dit que je savais faire ça et c'est ce qui m'a permis de me faire embaucher. Donc, ça s'est fait comme ça. Et donc, tu savais le faire ou tu savais le faire à peu près? Non, je savais le faire. J'avais fait le site des proches, de la famille qui était commerçant, les clubs de rugby, voilà, toujours pareil pour gagner 3 francs. Donc tu avais vendu tes premiers sites comme ça? Ouais, c'était fait à la bonne franquette, mais on me donnait la pièce pour faire ça, ouais. Et tu faisais quoi? HTML, CSS? Tu le codais en dur ou tu utilisais autre chose? Non, alors au départ, j'utilisais un outil graphique qui s'appelait Cariboost. C'est un truc qui n'existe plus. C'est un truc que tu dois installer sur ta machine. Mais c'était hyper bien en plus. C'est vraiment dommage qu'ils aient pas poussé le truc jusqu'au bout. C'était un truc qui ressemble. Ça pourrait ressembler un petit peu à Elementor aujourd'hui.
À part que ça s'installait sur ton ordi, et il fallait le pousser, il fallait brancher un FTP, enfin un truc relou, tu vois. Ouais. Et du coup, je faisais ça. Et puis après, le truc est forcément limité parce que c'est un outil pour les enfants de 5 ans, je pense. Donc, il a fallu mettre les mains un peu dans le cambouis, et c'est là où j'ai découvert la programmation. Ok. Et donc voilà. Mais là, j'étais salarié les 2 ans de mon alternance. L'année d'après, j'ai fait une école d'ingé, et c'est là où, comme beaucoup de gens dans mon école, je me suis mis freelance. Et c'est là où j'ai commencé à vendre des sites officiellement à 19 ans. Ok, donc tu fais un peu ton truc dans ton coin, on te paye pour la pièce, tu gagnes un peu d'argent, c'est content, tu étais content, tu gagnes un peu de compétences. À ce moment-là, tu te poses même pas la question entrepreneuriat, pas entrepreneuriat ou quoi que ce soit, tu fais juste le truc et t'es rémunéré pour ça, c'est cool ou comment ça se Ouais, passe? c'est ça. Et puis j'avais pas spécialement d'enjeux financiers puisque moi, mes parents, je viens d'une famille tout à fait normale, tu vois. Ma mère, elle est fonctionnaire. Mon père, il avait eu une boîte. Après, pour des raisons médicales, il avait dû arrêter de bosser, etc. Mais en gros, chez moi, ça gagnait 3 000 balles. Le foyer gagnait 3 000 balles, tu vois. Donc, c'est vraiment la famille lambda De France, quoi. Ouais, exactement. Et du coup, là-dessus, moi, je pars au rugby. Le rugby, il me donne 700 balles par mois et me paye mon appart. Je pars, du coup, au final, pas d'enjeu. Je pars vivre à Périgueux, mes 2 fameuses années en espoir. Là-dessus, c'est quoi? C'est aller faire la bringue avec les copains du rugby. Ils me mettent en tech de co-sport. Donc ça, c'est vraiment une arnaque. C'est-à-dire qu'en gros, tu as 2 heures de cours par jour. Et quand tu vas pas, en fait, les profs te demandent comment ça s'est passé, comment se passent tes matchs, tes entraînements, etc. Limite, si tu vas pas, c'est plutôt une bonne... Ça prouve qu'en fait, ça marche bien niveau rugby. Donc forcément, on n'y allait pas. Et donc 0 enjeu. Donc c'était vraiment argent de poche. C'était vraiment ça l'idée au départ. Et donc voilà, pas d'enjeu et du kiff. Passion, quoi. Seulement. Ouais, exactement. J'ai jamais été trop jeux vidéo, etc. Donc je geekais de cette manière-là. Et puis voilà. Ouais, donc c'est ça, justement, j'allais te dire comment est-ce que tu passais ton temps. Ouais, tu joues au rugby et puis tu geekais sur le web à créer des trucs, quoi. Mais en fait, sans le vouloir, la majorité de ce que je me rappelle, j'ai toujours capitalisé. Par exemple, tu vois, je veux monter un CD-ROM. Au final, j'apprends à utiliser, j'apprends à faire un peu de programmation. Je découvre un logiciel, je trouve une alternance. Je pars en école. Enfin, tous les trucs qui, même pour m'occuper pendant les gros dimanches bien relous, bien froid. qu'on connaît, ouais, exactement. Ça capitalise, tu vois. Et même aujourd'hui, en fait, c'est assez important. Dans la boîte, une épreuve, un recrutement, une compétence qu'on ajoute, c'est un service qu'on ajoute derrière aussi, tu vois. Ça, c'est plutôt aux clients, etc. Exactement. Donc, du coup, tu prends une alternance où tu commences à faire de la programmation. Enfin, j'imagine qu'à l'époque, tu devais être genre webmaster ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, à ce moment-là, du coup, tout le monde, donc école d'ingé, une seule gonzesse dans toute l'école. C'était pas Miss France, en plus. Donc, on est que entre mecs. Il y a que des mecs qui sont passionnés par le code. Moi, j'en ai rien à taper. Je suis juste passionné par le fait de faire le truc. Mais pour moi, le principal, c'est que ça fonctionne. Enfin, c'est que ça soit utile. Du coup, j'avais embarqué mon pote avec qui je faisais Fruity Loops ou avec qui je faisais la musique. Il m'avait suivi dans cette école-là. Lui, profil plutôt graphiste, donc clairement un ovni dans l'école. Ok. Et au final, on se fait premier stage. On rencontre, on va tous les 2 en agence à Bordeaux. Et l'agence derrière nous propose de continuer freelance. Enfin, il lui propose à lui. C'est un truc de fou. Hein. Moi, c'est pareil. Tous les mecs qui ont bossé leur premier stage en agence, en première école d'ingé, ils ont bossé après. Ils ont fait des heures pour les agences, quoi. C'est fou. Hein. Nous, en fait, avant, on n'a plus fait d'heures. C'est que lui prend le taf dans son agence. Moi, je gratte. J'ai une bonne relation avec l'agence de l'époque. Au final, on se retrouve à faire bosser les mecs de la classe pour l'agence. Ouais. Et donc moi j'avais une bonne relation au fur et à mesure, on a commencé à avoir des missions d'autres agences, donc des agences entre guillemets, hein, c'est-à-dire un mec qui a récemment démissionné des pages jeunes, qui était commercial en mode Jean-Claude Convenant, tu vois. Ouais. Il vendait des sites web, il savait pas les faire, on se démerdait, tu vois. Ouais. Donc nous très vite on a fait du portage à l'intérieur de l'école et ça a été la première expérience. On avait fait ça en mode ASSO loi 1901, genre truc horrible. Ah, vous aviez monté une structure? Ouais. Et ça s'appelait Studio avec un tréma, on a encore le nom de domaine. Et d'ailleurs, il faut que je regarde ce qu'il y a avant de parler de ce nom de domaine. Mais oui, parce que ce nom de domaine, je crois qu'il sert.
Ouais, il sert normalement. Il y a des pré-prod où il y a des trucs là-dessus. C'est ça, exactement. Vu ce nom de domaine. Exactement. Il est encore branché sur Plesk et on s'en sert pour faire de la pré-prod, exactement. Et donc du coup, ça s'est fait comme ça, mais voilà, assez basiquement. Mais loi 1901 quand même, ça faisait des factures et tout, c'est beau. Ça faisait des factures, ça n'avait pas de quota. Non, on le faisait propre parce qu'en plus de ça, après, quand mon pote, Riles, que je salue, quand il a fallu qu'il aille... d'accord, le Riles, ok. Ouais, c'est ça. Bah oui, tu connais. Et donc du coup, quand il a fallu qu'il achète une baraque, on lui a même fait un CDI dans l'assaut. Tu vois, on a poussé le truc jusqu'au bout, tu vois. Ah merde. Genre, ok, quels sont les prérequis? Ok, on va trouver une solution, cahier des charges, solution, et on pirate le machin, quoi. Et à ce moment-là, il se passe quoi, du coup? C'est genre, on se dit, ouais, on est capable de faire ça, on gagne un peu d'argent, c'est trop cool, on continue. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Quand est-ce qu'on conscientise qu'on est vraiment en train de développer un business, qu'on est vraiment en train de créer quelque chose, à un moment donné ou pas du tout? Très sincèrement, je me souviens pas de ça. Je sais pas si ça a été si... je sais pas. En fait, on avait toujours fait nos magouilles, nos business, en fait, naturellement, tu vois. Il fallait, je sais pas, on chopait un truc pour aller faire de la radio, on y allait. On chopait une soirée animée, on y allait. On chopait un site web à faire, on y allait. Tu vois, on s'en sortait comme ça, quoi. Donc en fait, ça s'est fait tellement de manière empirique qu'il n'y a pas eu un moment où on dit waouh, en fait, je suis en train de faire un truc. Parce qu'à ce moment-là, au final, on gagnait que dalle. On gagnait plus que tout le monde, mais ça restait quand même vraiment très faible. Donc là-dessus, non, pas de gros. Donc tu penses que tu l'as à l'intérieur de toi, c'est comme ça, c'est comment tu fonctionnes, c'est ton envie de faire des trucs. Qu'est-ce qui t'animait, qu'est-ce qui te motivait en fait? C'est surtout qu'il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Genre, je suis intenable à l'école. Je suis pas assez passionné pour devenir bon. Quel est le choix en fait, à part monter une boîte? Enfin, tous mes potes, ils sortent du lycée, ils vont faire une école de commerce. Moi, je me retrouve en école d'ingé, je suis pas passionné par le truc. Si je me crée pas mon truc, personne me prendra, quoi. Donc, il y a pas trop de choix. Maintenant, c'est stylé de monter une boîte, etc. Il y a 15 piges, c'était, il y a 13 piges, c'était moins sexy, quoi. Il y avait moins la hype, quoi. Ben ouais, je pense, ouais. Et du coup, ça s'est fait parce qu'il n'y avait pas spécialement le choix. Et en plus, il n'y avait pas d'enjeu parce que mon pote, il vivait chez sa mère, donc mon associé. Moi, j'étais payé par le rugby. Ça s'est fait gentiment, mais ça s'est fait. Il fallait tout, quoi. Ça a été une bonne expérience. Au final, derrière, on a des soucis d'impayés, on crache la boîte. Donc très très relou. Mais au final, c'est une bonne expérience. Depuis, ça a duré jusqu'à quel âge, ça? Ça a duré jusqu'à mes 22, 23 ans. Ouais, quand même, hein. Ouais. Non, ça a bien tourné, on a fait ça propre. Au final, à la fin, on a des agences à Biarritz, à Bordeaux et à Toulouse. Donc ça, c'était cool. On a fait une mission pour une boîte à Paris, mais au final, on n'avait pas la rigueur qu'il fallait pour ce genre de boîte-là. Okay. Nous, ce qu'il nous fallait, c'est le mec qui monte son agence et qu'il n'y a pas de ressources. Et puis surtout, à l'époque, il n'y avait pas les plateformes de portage. Malte et compagnie, ça n'existait pas. Donc, trouver des réseaux qualifiés, c'était plus compliqué, ouais. C'était, ouais, exactement. C'était donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis donc là, on apprend la technique, on apprend un peu tout dans le web, on monte des projets divers et variés, c'est ça? C'est pas à toi que je vais apprendre ça. C'est on prend tout et on voit après comment on fait, quoi. Bon. J'ai fait une devanture de magasin comme ça, frère. Oui, ça c'est rock ça. Moi j'ai fait un Drupal, c'est pire, je crois. Ah, Drupal, on avait des gros contrats Drupal à Paris. Ouais. Il y avait pas mal de mecs qui s'étaient fait vendre des Drupal par je ne sais pas qui, et il y avait pas mal de sites qui tournaient sur Drupal. C'est sacré gros CMS. Et après, il y avait personne pour les maintenir, je suis sûr. Bah bien sûr, c'est pour ça que les mecs, tu pouvais charger des taux qui étaient un peu abusés, mais c'est ça ou rien en fait. Parce que de toute façon, il n'y a que nous qui ont envie de mettre à jour votre site, parce que c'est tellement un bordel que pour comprendre quelque chose, ça va être compliqué. Alors pour tout le monde, Drupal du coup est une technologie de création de site internet en général qui était vendue par des agences un peu plus grosses qui vendaient ça très très cher. Il y a très peu de développeurs qui étaient formés à faire des modifications sur ces plateformes-là. Et c'était relou quoi, en gros. Exactement. Donc à ce moment-là, la courbe d'expérience, etc. Boum, t'apprends, tu fais des sites jusqu'à 22 piges et ensuite il se passe quoi? Si tu devais découper un peu ton expérience, ta vie d'entrepreneur en 3-4 grands chapitres, ça serait quoi? Pour moi, après, il y a le site qui me tombe du ciel, et qui me fait mettre les pieds dans l'édition, dans le e-commerce directement. Je rencontre un mec. C'est ça que cette histoire elle est pas mal.
Je me fais contacter par un prospect. Je le rencontre, mec un peu bizarre, tu vois. Genre, je le rencontre entre midi et 2 à son taf, parce que il avait un taf de salarié. Au final, il m'explique qu'il a acheté un site sur vente de sites avec le chiffre 2.fr et que du coup, il a un domaine qui rank sur une thématique bien particulière. Donc, c'était dans la téléphonie. Et au final, il me dit, OK, il faut brancher des API, des machins. Je sais pas le faire. Il me faut quelqu'un pour le faire. Je lui fais un devis. Je réalise la presta. Et au final, ça tourne un petit peu, etc. Le mec ne me paye jamais, par contre. Donc relou. Parce qu'il a pas de thune, parce que je pense qu'il avait fait ça, c'était soit il faisait ça, soit il allait s'inscrire dans une salle de sport, soit il demandait sa femme en mariage, tu vois. Je pense qu'il savait pas trop ce qu'il allait faire dans la journée, quoi. Et du coup, il avait acheté ce site-là et il m'avait contacté parce que je rankais premier dans Google sur développeur web freelance à Bordeaux, quoi. Mais c'était un mec random et voilà. Au final, moi je suis grave vénère, je me fais pas payer, donc pas cool. Je coupe son site. Donc je coupe en mode je mets un index tout blanc, genre il y a plus rien, t'arrives, il y a plus rien. Et là je me dis c'est quand même risqué. Si jamais le mec se met à me payer, ce qui arrivera jamais, hein, mais je me dis à l'époque s'il se met à me payer et que j'ai pété son SEO, je vais me retrouver à moi lui devoir des sous ou moi devoir l'indemniser. Et effectivement devant un avocat en plus, ça se défend. Et donc du coup au final je relaisse le site tourner. Et je dégage son PayPal, en fait. Je dégage son PayPal et je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Et au bout d'un moment, tout le monde me dit, putain, mais le site, récupère-le, en fait. Il rank, il y a du volume. Il rank, c'est-à-dire comment il est haut dans les positions de Google. Il est visible sur Google, ouais. Il y a du volume, récupère-le, tu vois. Au final, toutes les relances avaient été faites, etc. Pas les moyens à l'époque de prendre un avocat ou de me faire conseiller, etc. Et donc, au final, je récupère le site pour moi. Donc, le site que j'avais développé. Je change le nom de domaine. Et je refais un SEO from scratch, avec bien entendu en utilisant la popularité. Tu lui voles pas son nom de domaine, quoi. Non, du tout. Non. J'utilise la popularité en toute transparence. C'est-à-dire que je vais drainer du trafic de son nom de domaine vers le mien, mais moi je remonte un nom de domaine, une marque. Okay. Voilà. Le premier mois, ça fait 300 balles, donc vraiment bien. Et après, j'ai plus les chiffres, mais ça remonte très vite à 300 balles direct. Ouais, exactement. Et surtout qu'en plus de ça, c'était un service full digital. Donc, en plus de ça, il n'y avait pas de coût de production du service. Qu'est-ce que tu vendais? Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut essayer de... Non, je pense que c'est le genre de thématique, qu'on garde secret. Non, c'est juste... c'est un service en ligne que tu donnais. Ouais, exactement. Et donc voilà. Donc, coût de fabrication très faible. Coût de fabrication, ouais, le coût d'un développeur en fait. Vraiment une muse comme alors je savais pas que ça s'appelait une muse à l'époque parce que j'avais pas encore lu Tim Ferriss et compagnie, mais c'est que ça. Là, on est purement dans le modèle de muse, c'est-à-dire un gros effort au départ, on pédale très fort et ensuite le vélo après il roule tout seul, quoi. Mais là, c'était vraiment ça, quoi. De l'inertie etc. Ce site, il fait encore 3000 balles par jour. Donc et ça, c'était il y a longtemps, hein. C'était il y a 8 ans. C'était il y a 8 ans. C'est peut-être 7 ans et demi, mais peu importe. Et donc, trois quarts, bon. Ouais, c'est ça, à peu près, tu vois. Année bisextile, tout ça, quoi. Et donc voilà, donc je me retrouve avec ce site impayé. Je l'édite et très vite ça fait des sous. Alors ça faisait pas ces volumes d'argent, hein, ça faisait, à ce moment-là, je sais plus trop, je vais dire une bêtise, mais ça devait faire, je sais pas, je sortais 1500 balles net par mois, quoi. Donc c'était vraiment cool. Et après, et c'est la première fois surtout que tu vendais des produits ou services de façon automatisée via le web, où tu vendais un truc en mode e-commerce. C'était pas un mec qui t'envoyait un virement pour que tu lui fasses une presta, c'était tu vendais ton propre truc, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et du coup après il se passe, on se fait striker parce que le SEO avait été fait un peu de manière agressive. Du coup on se fait striker, donc le nom de domaine n'est plus visible dans Google, il est très bas dans les pages de recherche. Ouais. Et à ce moment-là, je découvre la publicité et puis ça a été le deuxième élément qui m'a permis d'avoir de la croissance. Après, une fois que j'avais découvert la pub et qu'on pouvait automatiser des business, c'était parti, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Quelles sont les décisions que tu as prises? Comment est-ce que tu as structuré? Comment est-ce que tu as vu les choses? Structuré, au début, c'était pas structuré, je sais bien, mais t'as pensé à le structurer quand même. C'est-à-dire que
Aujourd'hui, alors la finalité aujourd'hui, pour que vous ayez un espèce d'aperçu, il y a plusieurs muscles qui tournent comme ça, sous des business qui sont plus ou moins similaires, avec une très très forte accélération au niveau de la publicité. Voilà en gros comment ça se passe, comment ça se travaille. Et c'est ce qui aujourd'hui a permis, je m'entends en écho, Loulou, c'est ce qui aujourd'hui permet de générer plusieurs millions d'euros. Je ne sais pas si Gérald partagera son chiffre d'affaires avec vous, plusieurs millions d'euros par an de chiffre d'affaires avec des marges qui sont plutôt confortables, quoi. Ouais, le chiffre d'affaires, il est public sur mon site. Hein. L'an dernier, donc 2020, on fait 6,4 millions. Ce qui était une année exceptionnelle, on le sait, c'est pas la norme, hein. C'est pas du tout la norme de mon business. Mais l'an dernier, record à 6,4 millions de chiffre d'affaires. Et donc ouais, ce qui se passe au niveau prise de conscience, etc., c'est que déjà, je comprends qu'en fait, le business peut devenir prédictible. Okay. Ce qui n'était pas du tout le cas en SEO. Alors ça l'était, mais il y avait quand même des variations. Et puis surtout, ça peut aller plus fort. Donc on peut prévoir et on peut pousser plus fort. Donc moi, ça me va bien ce genre de choses-là, visibilité et puissance. Donc c'était parfait. Et donc voilà. Après, j'essaie de répliquer, mais ça marche pas spécialement parce qu'au final, moi, le seul truc que j'avais pas fait jusqu'à là, c'était détecter de la niche, parce que la niche, elle m'était tombée. J'aime bien dire tomber du ciel, mais j'avais pas détecté de niche. Donc du coup, relancer un business. Et là, grosse peur de justement pas être capable de relancer un truc, de rester qu'un technicien qui sait juste actionner le truc et pas. Qui a juste su changer un PayPal, quoi. Exactement. Mais tu vois, mais en fait, oui, hein, gros là-dessus, gros complexe, grosse crainte. Et au final, ça va, je m'en suis sorti. Ça va, c'est bon. Mais voilà un petit peu cette histoire et ça a vraiment permis, là toujours pareil, de capitaliser sur déjà découvrir de nouvelles choses parce que je me formais pas, j'étais pas branché YouTube, etc. Je sais même pas si c'était aussi, enfin c'était très populaire à l'époque. Et donc vraiment nouveau paradigme et voilà. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour scaler par exemple une activité à 1 million d'euros assez vite? Parce que je sais qu'avec une des activités, peut-être la première qui a été poussée jusque-là, ça a été très rapide, ça a été très quasiment, on l'a pas vu venir, quoi. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête? Là, tu as découvert la publicité, ok. Est-ce que tu vas appuyer sur le champignon comme un malade? Est-ce que tu vas commencer un peu à créer un business prédictible, mais tu vas rester tranquille, 5-10 000 euros par mois? Est-ce que tu vas tout de suite donner l'accélération? Aujourd'hui, moi, j'aime à le dire quand je présente Gérald à certains de mes partenaires ou de mes relations. Gérald a cette capacité à pouvoir faire passer non pas de 0 à 1, mais de 0 à 1000 très, très, très rapidement. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, ça me paraît évident pour lui, offre, demande, CPC, on met tel budget, on scale jusqu'à un moment où ça commence à bloquer le plafond de verre, quoi. Et ça, moi, c'est quelque chose typiquement sur lequel tu m'as fait beaucoup travailler et sur lequel tu fais beaucoup travailler les gens avec lesquels, en général, on échange. Et du coup, toi, comment est-ce que ça s'est installé, ça, chez toi? Comment est-ce que tu as commencé à visualiser ça et cette croissance rapide potentielle qui est accessible et disponible? Au début, déjà, plein d'erreurs. L'erreur de base, c'était de tout réinvestir dans ma croissance et de jamais me payer. C'est-à-dire d'avoir un business, détecter une opportunité, la scaler à fond, donc réinvestir sa marge à chaque fois, à chaque tour, remettre à chaque fois, faire all-in à chaque fois. Et au final, le business, par saisonnalité ou pour X ou Y raison, ne fonctionne plus autant. Et au final, toi, tu t'es pas payé. Tu as engraissé Google, tu as engraissé Facebook, tu as payé les honoraires de ton média buyer, et au final, tu t'es pas payé. Donc, tu fais des gros chiffres, mais au final, donc ça, première erreur. Surtout que moi, derrière, après, j'ai découvert les business à l'abonnement. C'est quelque chose qui est hyper important pour moi quand on installe une muse. C'est de le rendre prédictible par son acquisition, mais également par son revenu stream. Et donc, son modèle économique. Et donc, je suis très fan des abonnements. Et l'abonnement, le truc, c'est que si tu te dis pas, OK, je veux tant de budget d'acquisition, pour un client, je suis prêt à te payer tant de pubs. Pour faire 1 euro, je suis prêt à payer tant de centimes. Mais dans la limite de ce budget mensuel, en fait, on a toujours tendance à remettre et de jamais se payer. Donc, pour moi, ça, c'était la première erreur. Donc, là-dessus, aujourd'hui, je définis avant de lancer le business. Des pourcentages de revenus, des pourcentages de bénéfices, Exactement. Des pourcentages de réinvestissement. Exactement. Il y a toujours des attributions de chiffres. Donc ça a été la première expérience. Ensuite, grosse erreur, mais toujours pareil. Ça c'est, je vais pas dire que tout le monde le fait, mais quasiment tout le monde le fait.
c'est de lancer les business trop tard, détection d'une opportunité, et que ça soit, alors, du coup, pour le coup, ça, je le remarque dans tous les business, pas que dans les business de muse, hein, même dans les business très traditionnels. Chercher à faire trop parfait et ne pas lancer, donc en gros piétiner. Donc ça aussi aujourd'hui, c'est plus du tout le MVP, c'est ma religion, quoi. On lance vraiment une offre minimum, et donc voilà. Et puis une fois qu'on a le scaling, casser ces barrières de développement, de dépassement, de dépenser beaucoup d'argent en publicité. Est-ce que ça t'a fait peur au début? Comment est-ce que tu as géré ça? Dès qu'on a des certitudes sur la prédictibilité, dès que je sais qu'avec X centimes, je fais 1 euro, y a aucune raison de ne pas appuyer sur le champignon, en fait, de ne pas pousser le truc. Par contre, dès le début, ça t'est venu comme ça, de façon assez agressive, un peu bourrin. T'as jamais eu peur. Le jour où la première fois, tu as dépensé 1 000 euros en une journée, ça t'a fait ni chaud ni froid. À partir du moment où tu avais tes mathématiques et que ça rentrait, c'était OK? Ouais, c'était vraiment ça, ouais. Par contre, je suis pas du tout à l'aise à dépenser. Alors, j'ai aucun problème à dépenser 10 000 balles par jour en pub si c'est prédictible. Je suis incapable de dépenser 1 euro si je sais pas ce que ça va devenir, par contre. Donc, c'est juste ça. Et puis, j'en parlais assez récemment avec une pote qu'on a en commun, que tu m'avais présenté d'ailleurs. Elle me demandait, ça fait quoi le premier million? Je dis, le premier million, déjà en chiffres. Et du coup, ça fait écho à ce que tu me dis par rapport à la dépense. Mais là, du coup, je parle de chiffre d'affaires. Premier million, souvent, tu oublies la TVA, tu oublies les remboursements, tu oublies les honoraires de Stripe, tu oublies les honoraires de machin et de bidule. Donc, au final, ton premier million, en fait, c'est 700 000, quoi. Ouais. Et donc, voilà. Donc, c'est beaucoup plus, mais là, pareil pour les 1000 balles. Les 1000 balles de pub, au final, on a tendance à, moi, j'ai un biais de confirmation qui est très fort. Donc, si je fais 900, je peux dire que je fais 1000. Mais le problème, c'est si je fais 1003, je peux dire que je fais 1000 aussi. Donc, là-dessus, je pose mes chiffres avant. Et puis ça se passe bien. J'ai pas beaucoup de symboles. Le premier million, j'en ai rien à taper, en fait. Les premiers 1000 balles par jour d'un business, pour moi, c'est significatif, mais je m'en fous aussi, quoi. Je suis pas trop attaché à ça. Du moment que la mécanique est bien huilée et que ça est prédictible, je suis à l'aise. Ok. Et du coup, ça t'est venu assez naturellement finalement de passer des paliers et puis d'avancer assez vite quand il y avait des opportunités et qu'il y avait cette prédictibilité, quoi. En fait, je pensais pas, je connaissais pas en fait tout ce qui était théorie des grands nombres, etc. Et c'est parce que sur mon premier business, donc sur la téléphonie, j'avais investi 100% du cash disponible et que je voyais qu'au fur et à mesure, à toutes les étapes de développement du chiffre d'affaires, les chiffres ne bougeaient pas. En fait, on avait les mêmes ratios sur la transformation, sur le coût d'acquisition client, sur le chiffre d'affaires généré, la LTV du client, donc ce qui va nous rapporter. Ça t'a permis de gagner confiance dans le système, quoi. Et donc du coup, ouais, mais ça a été fait a posteriori, ça n'a pas été pensé en fait. Donc du coup, c'est pas très sexy à raconter, mais ça a été fait par l'exemple. Et ce business-là, en fait, ça a été une putain d'opportunité parce que au lieu de me faire payer 3000 balles une presta, j'ai pris un impayé. J'étais le mec le plus énervé du monde. J'aurais pu sauter à la gorge du mec si je l'avais croisé, mais au final, c'est la meilleure opportunité de ma vie. Est-ce que tu lui as envoyé un petit bouquet de fleurs à ce mec-là? Excuse-moi? Est-ce que tu lui as envoyé un bouquet de fleurs à ce mec-là? Est-ce que tu as pensé un jour à remercier ce type? Non, non, non. Mais après, il était assez coutumier du fait apparemment, donc c'est pas spécialement le. Non, mais un petit bouquet de fleurs, frère. Grâce à toi, j'ai découvert des business qui m'ont fait générer des millions. Merci beaucoup pour cet impayé à 3000 euros. C'est pas mal. Ouais, mais si Jamil a la bonne idée d'aller sur mon site et de me prendre un programme d'accompagnement, là, je me suis foutu le bordel pour rien, tu vois. T'es cuit. On va rester là quand même. Exactement. C'est top. Ça a été quoi la plus grosse claque que tu as pris avec l'argent quand ça a commencé à marcher au niveau du business? Tu disais tout à l'heure, tu avais un foyer plus ou moins 3000 euros de revenus par mois. C'est typiquement un peu un foyer comme le mien, c'est-à-dire que tu manques de rien, mais tu rêves de tout. Et surtout, il faut fermer ta gueule parce que tu as quand même de la chance dans la situation dans laquelle tu es. Tu étais payé en étant sportif jeune, donc c'est quand même aussi pas mal de liberté et de possibilités. Mais là, quand on commence à avoir un business, puis je le sais parce qu'on en a parlé pas mal en off, il y a ce moment où tu es agence, où tu es freelance, où tu vends des sites à 2000 balles. Et puis, il y a là où tu commences vraiment à avoir un business qui fait de l'argent. Comment est-ce que tu vis ça? Comment est-ce que tu ressens ça? Comment est-ce que tu conscientises ça? C'est quoi les déclics qui se passent dans la tête? Comme je te disais, j'ai pas eu de déclic un chiffre absolu qui me le chiffre qui me fait vriller. Alors oui, quand j'ai commencé à gagner ce que gagnent mes parents par jour, bon, ben là forcément tu cogites un petit peu. Mais ça n'a pas été un blocage. J'ai pas été tétanisé. Le truc qui m'a été le plus relou, mais c'est ultra égoïste, c'est quand je me suis mis à gagner
très bien ma vie, la tête froide, je voulais juste passer du temps, partir en vacances, kiffer. Et au final, bah, ma gonzesse, elle avait un taf normal. Donc du coup, bah, voilà. Mes potes, bah, ils avaient pas d'oseille. Comme la majorité des gens quand ils démarrent dans la vie. Mes parents, bah, ils avaient leur vie. Et au final, en fait, tu as tout, mais tout seul. Et ça, c'est relou. Et moi, j'ai eu pendant longtemps un blocage sur le fait justement d'être seul, parce que j'aime bien avoir beaucoup de gens autour de moi. J'ai 2 gamins, etc. C'est un truc qui est hyper important pour moi. Et ça, justement, ça m'isolait. Donc, parce que je pouvais pas vivre. Tu t'es freiné pour pas être isolé? Ou peut-être t'en parlais pas ou... Non, moi j'ai fait un truc tout simple, c'est que vu que la vie de mes ça sera à refaire, je ferai pas tout à fait la même chose, mais vu qu'en fait je pouvais pas vivre ma vie à côté de celle de mes potes, de ma famille, etc. Ben j'ai embauché tout le monde en fait. Ça a été une solution. Donc après il y a eu plein d'autres il y a eu des répercussions par rapport à ça. Donc, on s'est pas fâché, contrairement à ce que disent les légendes. On peut travailler avec sa femme, on peut travailler avec ses potes, sans se fâcher. Mais il y a d'autres impacts, en fait, qui sont même pires que le fait de se fâcher. Et donc voilà. Moi, c'était, je voulais être confortable. Donc, du coup, j'ai accompagné les gens dans ce confort-là. Je les ai pris et ils sont venus avec moi. C'est comme ça que ça s'est fait. Et aujourd'hui, il y a un peu plus de 20 salariés dans la boîte. La moitié, c'est des gens que je connais au moins depuis plus de 15 ans. Ouais, c'est fou, ça. Celle que je connais le moins, depuis le moins longtemps, c'est mon épouse. Parce que les autres, c'est des potes de 15 ans et elle, je la connais depuis 6-7 ans. Mais voilà, en gros, voilà un peu un petit peu l'organigramme, quoi. Le scénar. T'as fait des petites crises de jeunesse quand t'as gagné un peu d'argent au début. Est-ce que tu peux nous en raconter? Est-ce que tu penses que c'est bien? Est-ce que tu penses que c'est mal? Est-ce que tu recommandes à tous les gens qui commencent à gagner de l'argent, à dépenser, à vivre un peu ces kiffs? En gros, tu étais jeune, tu t'es acheté une belle voiture, tu t'es acheté une belle montre. Mais on va le voir, justement, t'étais pas dépensé l'argent qui n'était pas encore gagné. Justement, ça a été plutôt smart. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ça? Je recommande à 100% des gens qui nous écoutent là d'aller cramer leur première thune dans une bagnole, une montre, un voyage où ils veulent et faire ce qu'ils veulent. Je le recommande parce qu'en fait, je pense que c'est un asset hyper important dans le développement d'un homme ou d'une femme, je sais pas. Je pense que c'est très masculin, mais c'est pareil, c'est peut-être certainement une croyance. Mais je recommande de le faire. Est-ce que c'est débile? Oui, à 100%. Est-ce qu'il faut le faire? Oui, à 100%. Et si on n'en a pas envie, on se force pas, bien évidemment. Je pense que il faut pas se mettre en danger, mais c'est ultra important de vivre ces sensations-là. Ça n'apporte rien d'autre. Ça apporte que des problèmes en plus de ça. Le Michel qui vient de lancer un business il y a 6 mois et qui a 12 000 € sur son compte et qui va s'acheter une Rolex du pauvre à 10 000 €, est-ce que tu penses que c'est OK? Ça, bien sûr que non. Mais premier gros business qui se lance avec une croissance fulgurante, c'est un business où je suis incubé dans une boîte à côté de Toulouse. Je lance un business de muse. C'était surtout ce qui était média, etc. Donc c'était ce qu'on appelle de l'arbitrage publicitaire. Ça fait 2,5 millions en 6 mois. Donc en gros, donc avec énormément de budget publicitaire. Donc c'était pas que de la marge, mais en gros ça fait beaucoup d'argent. C'est un truc de fou. En sachant que avant mon business sur la téléphonie, à ce moment-là, je sais plus combien il faisait. Je dirais des bêtises, donc je vais pas donner de chiffres. Mais c'était vraiment pas ça, quoi. Ça devait faire max 5-6 000 balles par mois. Donc à ce moment-là, ce truc-là explose. Au bout de 6 mois, il y a de la trésor, j'ai payé tout ce que j'ai payé. Je me sépare de ma nana de l'époque. J'appelle un pote qui vend des voitures. Il s'occupe de vendre des voitures à tous les joueurs de foot des Girondins de Bordeaux, etc. Il avait une R8, j'achète la R8. Donc je l'ai acheté en un coup de téléphone. Est-ce que c'est débile? Oui, à 100%. C'est complètement naze, surtout que j'avais un gamin, un chien, etc. J'ai 2 places, donc déjà rien que ça, tu vois, c'était pas pratique. Mais au final, ça a été bien. Et quand il a fallu la revendre, qu'est-ce que t'as appris justement de ces coups de folie? Déjà, t'as pas mis tout dans la thune. Il te restait du cash flow sur la boîte. T'avais de la thune de côté. Ah oui. Non. Et en plus de ça, c'était de la trésor. C'était un revenu exceptionnel en plus de ces trucs-là, tu vois. Donc, ça n'empêchait pas la boîte de scaler, ça n'empêchait pas la boîte de continuer de dépenser. Je pense qu'à ce moment-là, c'est la première fois que je
penser à moi, même si c'était sur quelque chose de pas spécialement smart. C'est la première fois que je pensais à moi, que je me payais réellement. Et tu avais déjà de l'argent de côté quand même, tu avais déjà une sécurité, tu avais un filet financier ou pas? Alors à titre perso, moi j'ai jamais eu à cette époque-là de fonds. Alors à titre perso, je me payais ce que j'avais besoin de me payer, mais j'avais de la trésorerie sur la boîte. Donc voilà, là-dessus j'étais assez safe. Je me suis pas mis en danger par rapport à ça. Surtout j'étais déjà père de famille, etc. Donc là-dessus il y a pas eu de mise en danger de folie, mais contrôlée quoi. Ouais, voilà, c'est ça exactement. Exactement. Mais du coup, le fait de se payer, de soit se faire kiffer, soit se payer, mais tellement important, tellement important. Okay. Et après ça, la voiture, je la revends parce que j'ai besoin de faire un apport. Je rachète une maison de mes parents. Ben voilà, au final, je me suis fait kiffer, j'ai revendu la voiture. Je m'en sers d'apport pour racheter la maison de mes parents. Pour moi, c'est bon, c'était ok, tu vois. Ça avait été déplacé, ça avait été bonifié, j'avais kiffé, j'avais fait quelque chose de bien. C'était ok. C'est ok. Alors ça fait rire mes potes parce que oui, je suis arrivé avec une R8, j'avais pas l'idée de 10 minutes avant que j'allais en acheter une. Oui, c'est rigolo, mais c'est pas grave. Ok, et tu recommandes aux gens du coup de se faire plaisir, de se faire kiffer, de se récompenser quoi. Je sais pas si tu te souviens de cette conversation qu'on avait eue très tard à Marrakech dans un de tes masterminds, quand on avait un jeune dont on taira le nom de 18 ans avec nous, qui avait pour les putes et qu'est-ce qu'il répond à un truc du style les putes et non, les michetots. Je rêve de me faire michetonner. Je rêve de me faire michetonner, exactement. Bah, coup de pied dans la gorge, là, c'est hyper puissant ce qui nous a sorti, tu vois. Enfin, en termes de, c'est oufissime, tu vois. Et bon, moi, j'ai pas envie de me faire michetonner, tu vois. Mais lui, c'était son délire. Ça peut être ça. En tout cas, il faut se détendre, quoi. Il faut se détendre, en effet. Ok, bon, pas mal par rapport à ça, par rapport à cette petite gain financier, cette dépense. Tu parles depuis tout à l'heure de muse. Ce serait quand même peut-être intéressant qu'on en parle un peu. Qu'est-ce que c'est qu'une muse? Qu'est-ce que c'est qu'une muse pour toi? Pourquoi est-ce que tu penses que c'est essentiel et que tous les entrepreneurs qui ont surtout des projets de passion, des projets dans lesquels ils croient, devraient avoir une muse? Raconte-nous un peu. Alors, là, toujours pareil, ça part de mon expérience perso. Moi, j'ai un gros problème, c'est que si il y a un enjeu sur le fait de gagner ma vie, si jamais je suis en danger, je suis tétanisé. Je ne sais pas me transcender pour m'en sortir. Je fais partie de ces gens-là. Il y en a qui vivent qui sont bons que dans l'inconfort. Moi, pour être créatif, j'ai besoin d'avoir mes fondations solides. Du coup, la muse, c'est le cas de plein de gens qui nous écoutent. Oui, très certainement. Je pense que c'est d'ailleurs, il y a plus de gens comme ça que de gens pas comme ça. Mais ce qui fait qu'en fait, j'ai jamais pu. Alors, ça a été en plus un vrai problème d'identité derrière parce que au départ, je ne voulais que des muses. J'avais compris que, il y avait en faisant 2-3 maths, on pouvait comprendre qu'on pouvait gagner des sous tout seul en automatique. Je ne voulais faire que ça. Après, ça crée un vrai problème d'identité. Tu te présentes. On parlait tout à l'heure le fait de se présenter. Tu te présentes. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu fais? Et au final, tes journées ressemblent à quoi? Alors, je vends des services sur la téléphonie et je fais de l'arbitrage publicitaire et je roule à R8. Exactement. Et du coup, j'ai acheté une R8 en 10 minutes. Donc, au final, logiquement, si tout va bien, on appelle ta mère en disant ton fils, il vend de la drogue, quoi. Ouais. Mais en fait, du coup, le fait d'avoir une muse, ça permet justement de ne plus avoir de pression mentale sur l'argent, puisqu'on sait que ça rentre. Alors, une muse, c'est pas censé, d'ailleurs là-dessus, il y a une vidéo d'Oussama Hamar qui est très bien, c'est pas censé faire des millions. Une muse, c'est censé payer ton lifestyle. Donc, c'est censé, si ton lifestyle, il est à 1500 balles par mois, c'est censé faire ça. Une muse n'a pas pour vocation de te rendre riche. Ouais, de faire un énorme business. Et pour moi, c'est un asset. Automatiser une partie de ces revenus, c'est quelque chose d'obligatoire, en fait, pour la tranquillité d'esprit. Et en effet, je le recommande à beaucoup de gens. Et quand moi, mes muses, donc je passe 1 heure par semaine sur mes muses avec les personnes qui s'en occupent. On a des réunions hebdo. Quand j'ai le moindre souci, ça a un impact émotionnel sur moi qui est hyper fort. Parce que justement, c'est pas juste un site à la con, avec une publicité, un marketing et un Stripe qui permet d'encaisser ou d'autres technos. C'est pas juste ça. C'est le truc qui me permet en fait d'être tranquille et de lancer des business qui me font plus kiffer, qui me permettent de me sentir mieux en termes d'identité,
et qui me permettent d'aider les gens autour de moi. C'est comme ça. Donc en fait, l'impact, c'est obligatoire pour être tranquille. Par contre, quand il y a un grain de sable dans une muse, c'est assez catastrophique en termes sur le plan émotionnel. Pourquoi est-ce que tu recommanderais à tout le monde de créer une muse? Pour acquérir cette tranquillité d'esprit, c'est vraiment hyper important. Et alors moi, je suis pas en mode le bashing du fait d'être salarié. Je suis pas du tout là-dedans, tu vois. Il y a des gens qui sont très bien là-dedans. Mais par contre, je suis persuadé que les gens, ce qu'ils ont besoin, c'est d'avoir une allocation, une forme de liberté pas mettre d'allocation financière, mentale pour l'argent. Ouais, une forme de liberté financière pour commencer à vivre. Exactement. Après, c'est peut-être pas tout à fait c'est pas le cocktail sur une plage de Thaïlande, c'est peut-être pas tout à fait ça, mais ça peut être avoir un taf, je sais pas, être prof dans une université ou être prof dans une école ou je sais pas quoi, faire un taf de passion et le faire pour la passion et ne pas le faire pour les 1005 à la fin du mois et aller entrer dans les pieds. Exactement. Exactement. Donc pour moi c'est hyper important. C'est comme le fait d'être, on en a beaucoup parlé tous les deux, mais le fait d'être fire, le fait d'être complètement, de démarrer son mois en n'ayant aucun passif. Passif dans le sens Robert Kiyosaki en mode j'ai des crédits, j'ai des dettes, j'ai des dépenses récurrentes. Ça pour moi c'est un objectif. Et très très tôt j'ai voulu être le plus léger possible dans mes en termes de passif, ultra important. Et donc pour moi la vraie richesse, ça passe par là. Et en effet, tout à l'heure tu me posais une question et je vais y répondre que maintenant, désolé, mais ce qui m'a mis un vrai coup au niveau de l'argent, c'est quand j'ai pu acheter ma maison justement sans faire de crédit. Ça par contre c'est bien parce que là pour le coup je devenais fire, je devenais vraiment libre de tout ce qui peut se passer demain. Tu auras toujours ta maison pour t'abriter, y vivre et être en sécurité. Exactement. C'est beau. Dans la philosophie, c'est beau. Tu as réalisé un autre de tes rêves de gosse. Tu t'es acheté une Ferrari. Alors, on mettra une jolie photo, machin, tout ça, le joli bourri, le machin. J'ai eu l'occasion de la conduire, je ne l'ai pas conduit, les routes étaient bouillées, j'ai pas voulu prendre le risque. Je m'en suis voulu un peu après, mais c'était mieux ça que finir dans le fossé. Et est-ce que tu pourrais partager ce rêve de gosse à tout le monde et la réalité également qu'il y a derrière? Qu'est-ce que tu entends par réalité? Je sais pas, quelle est la réalité que toi tu vis? Ça s'est fait... Pas en 10 minutes cette fois-ci, en 25 minutes. Ouais, c'est un peu ça. Vente d'une partie de ma boîte. Donc, revenu exceptionnel. Des dépenses qui restent stables. Donc, du coup, un excédent de trésorerie. À ce moment-là, c'est le moment où jamais de réaliser un rêve. J'ai le projet d'acheter la maison peu de temps après. Si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Au final, je vois qu'autour de moi, personne n'est réceptif. Ni à la maison, ni au bistrot avec les copains. Tout le monde me dit non, ça sert à rien. Au final, Gérald, il fait comme d'habitude. Il prend le bon coin et il achète sa voiture. Du coup, là-dessus, alors c'était pas ma première grosse voiture, mais il y avait quand même un symbole derrière ça. Et toujours pareil, là en ce moment, comme j'ai un gros biais de confirmation, je m'étais mis une date de revente de la voiture avant même de l'avoir achetée, pour pas justement garder cet objet passif, ouais. Ouais, exactement. Alors pas de passif parce que du coup je l'ai acheté sans crédit, mais ce qui est pas forcément smart non plus, hein, d'un point de vue purement financier. D'ailleurs, arrêtez de critiquer les gens qui louent des voitures, parce qu'en fait c'est eux les moins idiots. Si vous voulez rouler avec une grosse voiture, louez-la en fait, ne l'achetez pas. Parce que ça a un coût, le coût que ça bouffe. Mais en fait, tu ne payes que ce que tu utilises. C'est vachement plus smart. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Et donc ouais, non, voilà, c'était un sentiment. En plus, tu sais, on fait partie du gang des t-shirts noirs tous les deux. Quand on va chercher notre commande chez l'Italien à Bordeaux cet hiver en claquette, en short, en t-shirt. Ouais, on y va, voilà, c'est ça. On y va. On doit être le
c'est le 27 ou le 26 décembre, un truc comme ça. On y va en claquette, en t-shirt et voilà. Et donc voilà. Après, il y a des la prise de conscience a été après, le fait que c'était un objet. C'est que moi, je voulais cette caisse, mais je la voulais, point. Mais quand tu vois, et ça, on l'a vécu ensemble, les gens, en fait, ce que ça représente pour eux, c'est ça, en fait, qui met vraiment ce qui fait prendre conscience, en fait, que tu as réalisé un truc qui est pas commun. Et puis après, voilà. Mais à côté de ça, ça reste une bagnole et on s'en tape, quoi. Enfin, Alors, justement, tu kiffes comme un malade quand tu la récupères, quand tu roules dedans, tu te fais plaisir. Et une semaine après, finalement, ça change plus grand-chose. Est-ce que tu as vécu ça aussi? Est-ce que tu t'es lassé de ce rêve de gosse ou pas? Et comment tu fais pour pas t'en lasser si tu arrives à pas t'en lasser? Non, je pensais comme tous les jouets, hein, qu'on soit enfant ou pas, ouais, on s'en lasse un peu. Alors moi, je roule pas qu'avec cette voiture-là, donc j'essaie justement de garder un peu ce kiff. Mais oui, forcément, tu élèves un peu le standard de tes envies, etc. Tu réfléchis à la bagnole que tu auras après. Après, je suis pas trop tombé là-dedans. En fait, c'est tellement insignifiant, c'est tellement juste. C'était un objectif, mais pas une Ferrari. Je voulais celle-là, en fait. Ça aurait pu très bien être une autre marque de bagnole. Je m'en tape. En fait, c'est presque dommage que ça s'appelle Ferrari, en fait, parce que ça a une image particulière pour les gens. C'était pas ça pour moi. Pour moi, c'était et puis en plus une de ça, bagnole qui va vite et qui te fait vivre un truc de ouf, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est vraiment de l'investissement. Alors, c'est pas un investissement, mais l'investissement par objectif. Je veux ça. Je fais en sorte de créer en fait la mécanique qui va me permettre de l'avoir. Moi, je sais pas ce que je ferai dans 2 ans, mais par contre, je sais le prochain truc que je veux vivre, le prochain caprice que je veux me payer, et je vais bâtir une stratégie pour me payer ce truc-là. C'est quoi le prochain? C'est secret. Ah. C'est secret. Parce que tu sais que je crois à l'œil. Je crois que si je ramène trop ma fraise, ça va me porter l'œil. Donc un petit hélicoptère? Non, oui, voilà, ouais, c'est ça. Un hélicoptère. Ouais, non, un porte-avions. Un petit porte-avions. Et ben voilà. Et qu'est-ce que tu dirais un peu à tous les jeunes qui nous regardent et qui imaginent un futur dans lequel ils seront beaux, séduisants, sexy, remplis d'argent et roulant en Ferrari en pensant peut-être que ça change quelque chose? Est-ce que tu te sens changé? Alors, absolument pas. Et je pense justement que si c'est pour se donner une raison d'exister, il ne faut pas acheter ça. Il faut pas justement. C'est bien parce que t'en as pas besoin. C'est là où ça prend du sens. Ouais, mais exactement. S'il y a l'enjeu derrière ça, si on a besoin de se créer une identité en achetant une bagnole, c'est compliqué. C'est très compliqué. Si on monte un business pour vivre la vie d'un autre, c'est compliqué. Le but, c'est d'améliorer son truc, vivre des expériences. Alors ça fait un peu cucul la praline, mais je pense vraiment qu'il faut vraiment rester flex avec des trucs comme ça. Et on peut faire des choses indécentes, j'en ai déjà fait, mais si on le fait en étant hyper flex, ça pose des problèmes à personne. On ne se fait pas critiquer. Genre en kiffant, tu veux dire, en étant. Ouais. Mais par contre, si on commence à se prendre au sérieux, même sur des trucs insignifiants, on va se faire déboîter. Moi, j'ai eu les 2 expériences. Hein. J'ai eu des moments où je me prenais au sérieux et des moments où j'en avais rien à taper. Et au final, quand on s'en fout, c'est bien mieux. Les gens, on s'en fout de quoi du coup? On s'en fout du regard des autres? Ouais, exactement. Mais surtout, on s'invente pas une vie, quoi. C'est surtout ça. C'est hyper important justement de vouloir améliorer sa vie en continu, c'est capital, parce que sinon. Enfin, c'est capital. Enfin, moi, je me vois pas faire autrement, du moins. Et il y a plein de secteurs pour le faire. Il n'y a pas que l'oseille, mais l'oseille c'est un vrai morceau du développement personnel, en fait. Développer son patrimoine, développer sa tranquillité d'esprit. Ouais. C'est du dev perso. C'est se développer personnellement. Alors, pour des raisons que j'ignore, le dev perso se monétise très mal. Donc du coup l'argent, le dev perso, ça va pas ensemble, mais c'est hyper au dommage. contraire, ça se monétise très très bien. T'as quand même beaucoup. Il y a plus de gens qui galèrent sur ces niches-là que de gens qui s'en sortent vraiment. Il y a t'as des mecs très riches. Ceux qui ont réussi à bien monétiser, à bien marketer justement les clés de l'abondance, ça marche bien. Ouais, mais c'est winner takes all, quoi. C'est vraiment. Ouais, exactement. Ouais. C'est effectivement, on va dire que tu as beaucoup de.
il y a beaucoup de smicards sur la niche du développement personnel, dans les coachs en développement personnel, etc. Et d'ailleurs, c'est dommage parce qu'il y a plein de gens qui ont plein de trucs très intéressants à apporter, à partager. Mais effectivement, certainement ça. Moi, je pense que c'était d'ailleurs aussi peut-être la chose que j'ai pu vivre en me développant un peu autour du développement personnel, du développement spirituel, en essayant de comprendre tous ces sujets-là. C'est cette non-acceptation que le développement financier, que l'acceptation de ta relation à l'argent, c'est aussi la clé pour que ça se développe en fait. C'est aussi la clé pour que ça pousse. Et que l'argent, c'est cool et que l'argent n'est pas ton ennemi. Et que quand en tout cas moi, quand je me suis réconcilié, on va dire, dans ma relation à l'argent, dans la relation à cette envie de développer des trucs, de pousser des trucs, d'avoir cette envie de développement, de croissance, et que j'ai accepté que c'était pas mal en fait. À partir de là, ça a commencé à pousser un peu plus. Ceci étant dit, là-dessus, ouais. sur l'argent, un dernier point. Et après, on arrête de parler d'argent. De toute façon, c'est sale l'argent, on le sait bien. Mais non, hyper important, la relation à l'argent, on n'a pas du tout le même ressenti. On n'a pas l'impression qu'on parle dans la même devise même quand c'est de l'argent qui provient d'une muse que par rapport à des revenus qui proviennent d'un métier de passion. Ouais, tu dis ça par rapport à mon expérience du coup? Non, je dis ça même par rapport à la mienne. Business en e-commerce, très sincèrement, je suis pas passionné par les business en e-commerce. Je suis passionné par le fait de créer le système, mais une fois que c'est fait, ça me lasse et ça me gonfle. J'ai des gens très bien dans mon équipe qui font ça d'une manière remarquable. Mais moi, 10 000 balles sur du e-commerce, mon ressenti, si admettons je vais donner un cours en école, c'est comme si je gagnais 100 000 balles en donnant des cours, ce qui est jamais arrivé. Tu gagnes 300 balles par jour, hein. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, ouais, en termes de ressenti, de vécu, d'expérience, ça vaut un coaching à 300 balles que tu as vécu, quoi. Exactement. Ouais. Et donc là-dessus, pour moi, pour moi vraiment, on parle même pas de la même chose, quoi. C'est des points pour le business d'un côté et de l'autre côté, c'est vraiment des points pour le kiff, quoi. C'est juste du score, quoi. Donc ouais, hyper important. Est-ce que tu peux nous donner les deux plus gros trucs que tu retiens aujourd'hui de ton parcours, de ton vécu positif et négatif? Les plus belles leçons, les plus grosses erreurs, ça ressemblerait à quoi? Le négatif, ça a été que je me suis vachement laissé influencer par tout ce que je lisais ou ce que j'écoutais. Okay. J'ai eu des gros moments de doute. J'ai jamais été capable d'être focus, par exemple, dans le sens comme je le comprenais. J'ai toujours besoin d'avoir plusieurs business. Depuis tout à l'heure, enfin, je crois que vous avez compris pourquoi. J'ai toujours eu besoin d'avoir plusieurs business. J'ai toujours eu besoin d'être hyper actif. Et quand on parlait, quand tu interroges un entrepreneur à succès, qu'est-ce qui a fait que tu as réussi? C'est le focus, ma détermination. Ok, waouh, si c'est et donc moi, ma grosse erreur là-dedans, c'est de croire qu'il y a qu'une seule recette. Ça, c'est la première erreur. Et donc là-dessus, moi, j'en tire des conclusions. Ok, j'ai pas le focus, je le sais, je suis incapable de l'avouer aux autres, mais je me mens pas à moi, et donc je suis incapable d'avoir du succès si j'ai pas de focus. Donc en gros là-dessus, je réussirai jamais. Donc ça, grosse erreur. Pourquoi? Parce que j'avais très mal interprété ce qu'on était en train de me dire par correspondance, quoi, à travers ce que j'écoutais, quoi. Mais c'était en fait le truc, c'est identifie ta zone de génie et ne travaille que là-dedans. Ça veut pas dire ne t'adresse qu'à un seul client, fais qu'une seule offre et qu'une seule boîte. Ça veut juste dire fais que ce que tu sais faire le mieux. Et maintenant que j'ai compris ça, je suis beaucoup plus détendu et je suis beaucoup moins complexé par ce que je lis et ce que j'écoute. Donc ça, c'était le premier point. Mais c'était vraiment des sensations hyper désagréables. Vraiment hyper important. Et le truc cool, ça a été, c'est très lié aussi, hein, au fait d'être trop à l'écoute, etc. C'est de me dire, de ne pas faire les choses sur lesquelles j'ai des convictions fortes. C'est complètement bête. J'ai des convictions. Je peux avoir de la data ou je peux avoir des ressources ou de l'expérience. Ouais. Et au final, je vais pas les utiliser. Je vais découvrir de nouvelles choses. Donc, c'est très proche de ce qu'on se dit, de le fait de travailler dans sa zone de génie tout le temps. Mais donc là, c'est pas la zone de génie, c'est des assets perso. Ça a été. En gros, c'est se laisser influencer par les autres en se disant,
un peu le syndrome du truc qui brille. Tiens, ça a l'air cool, je vais tester ça. Alors que moi, je suis sûr que ça, ce que j'ai envie de faire là, ça va marcher. Mais ça a l'air bien vendu. Du coup, je vais aller voir par là, c'est ça? Ouais, c'est un petit peu ça. Et du coup, là-dedans, quand il y a deux choix à faire, ne pas prendre le choix le plus simple, prendre le choix le plus compliqué, parce qu'en fait, c'est mieux de prendre le choix le plus compliqué. Mais c'est complètement con comme réflexion. Et j'ai eu cette réflexion-là pendant très longtemps. Et c'est quoi, du coup? C'est apprendre à se faire confiance, c'est le travail avec son intuition un peu, apprendre à s'écouter? Ouais, exactement. Exactement. Et tu vois, par exemple, quand on a commencé à bosser ensemble, on bossait sur des sites de e-commerce, on peut en parler. On fait, je pense que l'équipe, on exécute, enfin, tu peux peut-être en parler, mais 27 testing, je crois. Et il y a rien qui sort. En sachant qu'à côté, on a des business qui font des millions, quoi. Enfin, qui font au moins 1 million à l'année. Au moins 1 million, un peu plus. Il y a rien qui sort. On voit des gens autour de nous, dans les groupes, dans les machins, qui sont moins structurés, qui ont moins de ressources financières. On n'arrive à rien. Et derrière, le seul truc qu'on savait faire très très bien, c'était gérer tout ce qui était de la monétique. On branche un système d'abonnement et ça a fait les chocs à pic. Et là, t'es parti en extrême croissance pendant quelques mois, ouais. Et pourquoi? Parce qu'on voulait, je voulais, par peut-être ego ou je ne sais quoi, crusher ce business du e-commerce sur lequel je croyais avoir des actifs, je croyais avoir un avantage sur un avantage concurrentiel. Et au final, non. Parce que, bah oui, enfin si j'en avais, mais je les exploitais pas. Et donc exploiter ses forces, trouver ses forces, exploiter ses forces et ne faire que ça. Ce serait un peu ça finalement. C'est exactement ça. Le résumé de la vie de Gérald Faure. On aurait pu parler d'immobilier. Tu as investi dans l'immobilier depuis très très jeune. Je pense que ce serait intéressant de revenir un petit peu là-dessus sur une prochaine vidéo parce qu'on a des agendas à maîtriser. Mais dites-nous si ça vous intéresse d'en entendre un petit peu plus, bien évidemment, sur la vie de Gérald. On parle ensemble toutes les semaines, donc ce serait un plaisir pour moi de juste appuyer sur le bouton REC pour vous partager un peu ce qui se passe dans la tête de cet homme-là. Il faut savoir que tu as commencé à investir à quel âge? 21 ans, je crois, le premier. 21 ans, premier bien immobilier. Aujourd'hui, c'est combien de lots? C'est 33 lots aujourd'hui. 33 lots. Tu es dans une boîte qui est dédiée également à ça. Il y a pas mal de choses qui gravitent encore autour de toi en termes d'accomplissement, de projets, de réussite. On pourrait parler aussi certainement des partenaires que tu as fait évoluer avec toi avec le temps et qui ont créé des business hyper solides avec des insights, avec des visions ou tout simplement en gravitant autour de tes activités. Il y en a plusieurs déjà que je connais, donc j'imagine qu'il doit y en avoir d'autres. Et voilà, merci en tout cas d'être venu partager sur le podcast. Moi, je pense que tu étais déjà venu, mais bon, on a fait un peu un refresh de tout ça. Moi, je connaissais pas l'histoire avec autant de détails ou de vision. Bon, il y a quelques anecdotes que je connais, malheureusement, qu'il ne vous a pas partagées. Il faut bien regarder un petit peu privé. Il faut garder le secret. Exactement. Faut garder des petites pépites. J'ai justement vu ça il y a pas longtemps sur Insta, je crois, un espèce de post motivationnel, like, tu vois. Et le mec disait, there is two things that you really need to know in life. Tu vois, il y a deux choses vraiment importantes que vous devez savoir dans la vie. And the first one, tu vois, il dit la première, c'est surtout ne divulguer jamais tout avant, quoi. C'est beau, je trouve, parce que tu vois, le mec, il est là, il te fait un teasing, c'est du market, il te fait un teasing et il te dit finalement, l'important c'est de pas toujours tout raconter, quoi, tu vois. Vivons heureux, vivons cachés. Gérald, est-ce que tu as un mot de la fin pour clôturer cette entrevue? Bonne soirée. Non, ça marche pas. Non, je croyais que tu allais me sortir un truc, un mot impossible, genre staphylocoque. Non, mais je voulais te sortir un truc comme ça parce que je me rappelle de l'intro que tu as fait dans le podcast chez moi, de Gontran Marchand. Voilà, donc c'était un petit peu sur le même thème. Je me souviens plus. Non, mais c'est en ligne d'ailleurs. Gérald, les amis, a sorti un podcast. J'ai failli oublier. Toi, si tu me le dis pas, mec, faut call to action, quoi. Tu vois, t'es sur YouTube. Tu es un YouTuber maintenant. Wow. Tu es un YouTuber. Allez vous abonner à la chaîne. Ça y est, c'est le. Allez vous abonner à la chaîne YouTube de Gérald. Il s'est fait un délire de discuter avec des gens qui kiffent et puis justement à centraliser un petit peu les connaissances, les savoirs, les visions qui lui-même l'enrichissent. Il est consommateur également beaucoup de podcasts comme vous l'avez peut-être compris à travers cette vidéo. Et donc du coup, il a créé son truc en exploitant son réseau, en exploitant les gens qui sont
smart, principalement smart, je pense. Hein, c'est les gens smart que tu as. Peut-être les gens smart et les bons vivants que tu aimes bien. C'est vrai qu'il y a... avec des philosophies, qui te plaisent et qui te parlent. Si vous voulez retrouver tout ça, il y a sa chaîne YouTube, c'est tout neuf. Allez lui envoyer un maximum de force, même si dans tous les cas, d'ici là, on aura certainement fait un email ou on aura certainement poussé un petit peu de trafic là-dessus. Mais allez-y, allez voir si c'est pas déjà fait. Et je ne peux que vous recommander d'écouter les conseils, la vision de Gérald en business. C'est vraiment quelqu'un d'inspirant, c'est vraiment quelqu'un qui a compris des choses aujourd'hui et qui a vraiment du vécu à partager, à vous enseigner. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et si vous avez un business qui fait aujourd'hui un peu plus de millions d'euros, qui fait déjà plus d'1 million d'euros et que vous voulez scaler et passer au next step, ça peut être également un bon partenaire, un bon joker dans votre manche pour vous aider à développer votre business, comme il l'a dit sur tous les sujets qu'il a dit tout à l'heure, mais principalement, en gros, un consultant qui vient, qui met un bon coup de pied dans la fourmilière pour vous aider à passer au niveau suivant. On vous mettra également un lien à la description juste en dessous. Je crois que je suis fatigué. J'ai du mal à assurer 3 phrases d'affilée. Mais c'est très bien. Merci beaucoup. Non, mais merci beaucoup pour l'invitation et puis de manière générale pour tout le reste. On va garder notre intimité secrète. Hein. On a dit qu'on se disait pas tout en ligne. Donc merci. Bon du coup, devant témoins, je suis pas avare de remerciements et de compliments, mais là je le dis chez toi devant les gens qui t'écoutent. Voilà, tu sais, après 1h05, il reste un chien et un chat sur des YouTube qui sont en automatique, qui tournent, il n'y a plus personne là. Si vous êtes encore là, les amis, n'hésitez pas à écrire ornithorynque dans les commentaires juste en dessous. Voilà. Ornithorynque. Okay. Qui s'écrit de quelle manière, Enzo? Je ne sais pas. Je suis meilleur orateur qu'écrivain, tu sais bien. Ouais, on est dans la même équipe. Mais ouais, ok. Non, mais merci beaucoup, c'était top. Et puis c'est top de collaborer ensemble. On fait des trucs cool, c'est cool. Ben, merci à toi. Les amis, à bientôt dans une prochaine interview. Bien évidemment, abonnez-vous, laissez des likes, etc. Vous connaissez la mécanique. Mettez ornithorynque dans les commentaires. Et puis, dites-nous surtout si vous voulez qu'on fasse une autre interview un peu plus approfondie sur d'autres sujets, comme par exemple l'immobilier avec notre ami Gérald, ou peut-être avec la solution incroyable qu'il a à vous apporter si vous êtes e-commerçant et que vous n'arrivez pas à en sortir avec vos marges. Il y a un business model que vous pouvez lancer, qui est disponible, qui est maintenant. Dites-le dans les commentaires juste en dessous, peut-être qu'il reviendra nous en parler. Gérald, merci bientôt. Merci bientôt. Voilà, merci bientôt. Merci. Beaucoup, au revoir. Allez. Merci bientôt, beaucoup. Au revoir. Voilà. Ciao tout le monde, à bientôt. Ciao. Bye.